Bonjour. Parmi les nombreux textes que Howard Phillips Lovecraft aura remaniés ou écrits pour autrui, la nouvelle qui va suivre est de loin la plus importante. En 1929, alors qu'il est au fait de sa créativité, sa jeune cliente, Zilia Bishop, familière des grandes plaines arides de l'Oklahoma, lui commande un récit basé sur une vague légende indienne. De quelques lignes indicatives, le maître du fantastique moderne tire une formidable épopée miniature où un aventurier espagnol du XVIe siècle fait la découverte d'un prodigieux monde souterrain et d'une civilisation d'origine extraterrestre aux mœurs souvent glaçantes. Je vous invite à écouter Le Tertre, une nouvelle en 2 parties dont je vous propose dès à présent d'écouter la première. Démons et merveilles, Michael Darjoy. C'est seulement depuis ces quelques dernières années que la plupart des gens ont cessé de penser à l'Ouest comme une terre nouvelle. Je suppose que l'idée a gagné du terrain parce que notre civilisation particulière s'est trouvée être là-bas une chose nouvelle. Mais les explorateurs d'aujourd'hui creusent sous la surface du sol et en ramènent des chapitres entiers sur la vie qui s'est développée et a décliné ensuite dans ces plaines et sur ces montagnes avant le début de l'histoire écrite. Nous ne pensons rien d'un village pueblo vieux de 2500 ans, et cela nous émeut à peine quand les archéologues font remonter la culture paléolithique du Mexique à 17 000 ou 18 000 ans avant Jésus-Christ. Nous entendons parler de choses plus anciennes encore, d'hommes primitifs contemporains, d'animaux disparus, connus seulement aujourd'hui par quelques fragments d'ossements ou par leur représentation sur des objets façonnés, si bien que le concept de nouveauté s'efface assez rapidement. Les Européens saisissent mieux que nous, d'après des courants de vie successifs, le sens de l'Antiquité immémoriale et des dépôts profonds. Il y a seulement 2 ans, un auteur britannique parlait de l'Arizona comme d'une région lunaire très charmante à sa façon, nue et vieille, une terre antique et déserte. Je crois pourtant avoir un sens plus profond de l'Antiquité stupéfiante, presque horrible de l'Ouest que n'importe quel Européen. Cela vient d'un incident survenu en 1928, un incident que je voudrais écarter comme comportant 3/4 d'hallucination, mais qui a laissé dans ma mémoire une impression si terriblement profonde que je ne peux pas m'en débarrasser très facilement. C'était dans l'Oklahoma, où m'envoie constamment mon travail d'ethnologue spécialisé dans les tribus indiennes d'Amérique, et où il m'est arrivé de tomber sur des questions diaboliquement étranges et déconcertantes. Ne vous y trompez pas, l'Oklahoma est beaucoup plus qu'un état de la frontière peuplé de pionniers et de promoteurs. Il y a là de vieilles tribus, avec de vieux souvenirs. Et lorsque les tam-tams retentissent incessamment à l'automne sur ces plaines endormies, les esprits des hommes sont dangereusement attirés tout près des choses primitives dont on ne parle qu'à mi-voix. Je suis blanc et assez occidental moi-même, mais j'aimerais qu'on sache que les rites de Yig, le père des serpents, peuvent me donner en n'importe quelle occasion un véritable frisson. J'en ai trop vu et trop entendu pour me montrer
sophistiqué en pareille matière. J'étais allé dans l'intérieur de l'Oklahoma pour faire des recherches, établir des rapprochements à propos de nombreux récits de fantômes, très répandus parmi les colons blancs, mais comportant un grand apport indien et, j'en étais sûr, appartenant originairement à une tradition indigène. Bien que paraissant plats et prosaïques dans la bouche des Blancs, ils portaient une marque qui les apparentait à quelques-uns des aspects les plus riches et les plus obscurs de la mythologie indienne. Dans la trame de ces récits jouaient un grand rôle les vastes tertres, déserts, paraissant artificiels, qui se trouvent dans la partie occidentale de l'État, et tous comportaient des apparitions d'un aspect et d'un accoutrement excessivement étranges. Le plus répandu, et l'un des plus anciens, atteignit une véritable popularité en 1892, quand un shérif gouvernemental, ayant pénétré dans la région des Tertres en poursuivant des voleurs de chevaux, en revint avec une suite de récits de batailles nocturnes de cavalerie entre de grandes armées de spectres invisibles, batailles qui faisaient intervenir la ruée des sabots et des pieds, les bruits sourds des coups, le cliquetis du métal sur le métal, les cris étouffés des guerriers, la chute des corps, qu'ils soient d'hommes ou de chevaux. Cela se passait au clair de lune. Son cheval en fut aussi effrayé que lui-même. Les bruits persistèrent pendant 1 heure d'affilée, nets, mais atténués cependant comme si le vent les apportait de loin et sans être accompagnés de la vue des armées elles-mêmes. Plus tard, Willis apprit que le point de départ de ces bruits était un lieu notoirement hanté, évité par le colon aussi bien que par les Indiens. Beaucoup de gens avaient vu, entrevu, les guerriers à cheval dans le ciel et avaient fourni des descriptions peu claires et assez ambiguës. Les colons décrivaient les combattants fantômes comme des Indiens, n'appartenant cependant à aucune tribu, comme vêtus de costumes et munis d'armes des plus singuliers. Ils allèrent même jusqu'à dire qu'ils ne pouvaient pas être sûrs que les chevaux fussent de véritables chevaux. Les Indiens, d'autre part, ne semblaient pas revendiquer les spectres comme étant des leurs. Ils en parlaient comme de « ce peuple », le peuple ancien, ou bien ceux qui habitent en dessous. Et ils semblaient les tenir en trop grande vénération, assortie de terreur pour en parler beaucoup. Aucun ethnologue n'avait pu obtenir d'aucun narrateur qu'il s'arrête à une description spécifique de ces êtres, et apparemment personne ne les avait vus très clairement. Les Indiens avaient 1 ou 2 proverbes concernant ces phénomènes, disant que les hommes très vieux font un très grand esprit, pas aussi vieux, pas aussi grand, plus vieux que tous les temps. Alors, l'esprit est si grand qu'il touche à la chair. Ces vieilles gens et ces vieux esprits se mélangent et deviennent semblables. À présent, tout cela, ce sont naturellement des vieux trucs pour un ethnologue. Cela s'apparente aux légendes tenaces sur les riches cités enfouies et les races ensevelies qui abondent chez les Indiens pueblos et ceux des plaines, et qui trompèrent, il y a des siècles, Coronado dans sa vaine recherche de la fabuleuse Quivira. Ce qui m'attirait dans l'Oklahoma occidental, c'était quelque chose de beaucoup plus précis et tangible, un conte local et bien déterminé qui, bien que réellement ancien, était entièrement nouveau pour le monde extérieur de la recherche et qui comportait les premières descriptions claires des fantômes qu'il faisait intervenir. Il s'y ajoutait une émotion supplémentaire dans le fait qu'il venait de la ville écartée de Binger, dans le comté de Caddo, un endroit que je connaissais depuis longtemps comme étant le théâtre d'un événement terrible et partiellement inexplicable en relation avec le vieux mythe du dieu serpent. Vu de l'extérieur, le conte était extrêmement naïf et simple. Il était axé sur un énorme tertre isolé ou une petite colline qui s'élevait au-dessus de la plaine à 500 ou 600 mètres à l'ouest du village. Un tertre
que certains considéraient comme naturelle, tandis que d'autres croyaient à une sépulture ou une estrade servant à des cérémonies édifiées par des tribus préhistoriques. Le tertre, disaient les villageois, était constamment hanté par deux personnages indiens qui apparaissaient à tour de rôle. Un vieil homme qui arpentait le sommet de l'aube au crépuscule sans se soucier du temps qu'il faisait, était sujet à de brèves disparitions. La nuit, il était remplacé par une squaw qui tenait une torche dont la flamme bleue brillait sans interruption jusqu'au matin. Quand il y avait de la lune, la silhouette de la femme indienne se distinguait assez bien. Elle présentait une particularité que plus de la moitié des observateurs s'accordaient à reconnaître. Elle n'avait pas de tête. Au point de vue des mobiles et du caractère relativement fantomatique des deux apparitions, l'opinion locale était divisée. Certains prétendaient que l'homme n'était pas du tout un fantôme, mais un Indien vivant qui avait tué et décapité une squaw pour lui prendre son or et l'avait enterré quelque part sur le tertre. D'après les défenseurs de cette théorie, il parcourait l'éminence en proie à un véritable remords, prisonnier de l'esprit de sa victime qui, après la tombée de la nuit, prenait une forme visible. Mais d'autres, plus constants dans leur croyance aux fantômes, soutenaient que l'homme et la femme en étaient. L'homme avait tué la femme et s'était suicidé très longtemps après. Ces versions, et d'autres variantes de moindre importance, semblent avoir eu cours depuis la colonisation du pays Wichita en 1889. Elles furent, d'après ce qu'on m'a dit, confirmées à un point étonnant par des phénomènes qui continuent à se produire et que tout le monde peut observer pour son propre compte. Peu d'histoires de fantômes comportent des preuves aussi patentes, et j'avais hâte de voir quelle merveille de bizarrerie pouvait bien m'attendre dans ce petit village obscur, si loin des sentiers battus par la foule et du projecteur impitoyable de la connaissance scientifique. Si bien que, vers la fin de l'été 1928, je partis pour Binger. Dans le train qui se traînait en hésitant, dans un bruit de ferraille, sur une voie unique, à travers un paysage de plus en plus désert, je rêvais déjà à d'étranges mystères. Mon train entra en gare de Binger à la tombée de la nuit. Je me sentis assez perdu et mal à l'aise, coupé des choses normales et de tous les jours quand il partit vers le sud, sans moi, en laissant échapper sa vapeur. Le quai de la gare était encombré de flâneurs curieux, qui paraissaient avoir tous hâte de me diriger dès que je me fus renseigné sur l'homme pour qui j'avais des lettres d'introduction. On me conduisit le long d'une rue principale banale, dont le sol rugueux était rouge à cause de la pierre dominante dans la région, le grès, et je fus laissé à la porte de celui qui devait m'offrir l'hospitalité. Ceux qui avaient pris ces dispositions pour moi avaient bien fait les choses, car M. Compton était un homme d'une haute intelligence et un notable du lieu, tandis que sa mère, qui vivait avec lui et était connue familièrement sous le nom de Grandma Compton, appartenait à la première génération de pionniers. Une véritable mine d'anecdotes et de folklore. Ce soir-là, les Compton résumèrent pour moi toutes les légendes qui circulaient parmi les gens du village, prouvant que le phénomène que j'étais venu étudier était en vérité important et déconcertant. Les fantômes, semblait-il, étaient acceptés comme une chose presque évidente par tout le monde à Binger. 2 générations étaient nées et avaient grandi, en ayant sous les yeux cet étrange tumulus isolé et ces silhouettes s'agitant sans répit. Le voisinage du tertre inspirait la peur, et on évitait d'y passer si bien que le village et les fermes ne s'étaient pas étendus dans sa direction en 40 années d'exploitation. Cependant, des individus aventureux les avaient fréquemment visités. Certains
était revenu en disant n'avoir vu absolument aucun fantôme en abordant la terrifiante colline. D'une façon ou d'une autre, la sentinelle isolée s'était éloignée et avait disparu avant qu'ils ne parviennent sur les lieux, en leur laissant le loisir d'escalader la pente rapide et d'explorer le plateau au sommet. Il n'y avait rien là-haut, disait-il, simplement une surface raboteuse couverte de broussailles. Il n'avait aucune idée de l'endroit où avait pu aller se mettre le guetteur indien. Il devait, disait-il à la réflexion, avoir descendu la pente et s'être arrangé d'une façon ou d'une autre pour s'échapper dans la plaine sans être aperçu. Pourtant, il n'y avait en vue aucun abri commode. De toute façon, il ne semblait pas y avoir d'ouverture dans le tertre. Ils avaient abouti à cette conclusion après une exploration approfondie des forêts et des hautes herbes sur les deux versants. Dans quelques cas, certains chercheurs, pris parmi les plus sensibles, déclaraient avoir ressenti une sorte de présence invisible restreignant leurs mouvements, mais ils ne pouvaient rien dire de plus précis. C'était simplement comme si l'air s'était épaissi devant eux dans la direction qu'ils voulaient emprunter. Inutile de dire que ces explorations audacieuses furent toutes menées de jour. Rien n'aurait pu conduire un être humain, quel qu'il fût, blanc ou rouge, à s'approcher de cette éminence sinistre après la tombée de la nuit. Et, à dire vrai, aucun Indien n'aurait songé à le faire, même sous un soleil de feu. Mais ce n'étaient pas les récits de ces explorateurs saints d'esprit que la terreur essentielle du tertre aux fantômes avait pris naissance. En vérité, leur expérience aurait été typique que le phénomène n'aurait pas pris, et de loin, une pareille importance dans les légendes locales. Ce qu'il y avait de pire, c'était le fait que beaucoup d'autres chercheurs étaient revenus singulièrement diminués au point de vue mental et corporel, ou bien n'étaient pas revenus du tout. Le premier de ces cas s'était produit en 1891, lorsqu'un jeune homme du nom de Eaton était parti avec une bêche pour voir quel secret caché il pourrait déterrer. Il avait entendu de la bouche des Indiens des contes étranges, et il avait ri du rapport négatif d'un autre jeune homme qui avait été sur ce tertre et n'avait rien trouvé. Eaton avait surveillé le tertre à la lunette d'approche depuis le village, pendant que l'autre effectuait son exploration. Et quand ce dernier approchait du point en question, il vit la sentinelle indienne disparaître délibérément dans le tumulus, comme s'il existait au sommet une trappe et un escalier. L'autre jeune homme n'avait pas remarqué comment l'Indien avait disparu et avait simplement constaté qu'il n'était plus là en arrivant sur le tertre. Lorsque Eaton fit sa propre expédition, il décida d'aller jusqu'au fond du mystère, et les observateurs postés dans le village le virent attaquer activement à la hache les arbustes qui poussaient au sommet du tertre. Puis, ils virent sa silhouette disparaître lentement. Elle fut de longues heures avant de redevenir visible jusqu'à la tombée de la nuit, et la torche de la squaw sans tête brillait alors d'une lueur fantomatique sur l'éminence lointaine. 2 heures environ après la nuit, il rentra au village en titubant, ayant perdu sa bêche et d'autres objets lui appartenant, et, d'une voix pesante, il se lança dans un monologue de propos délirants et sans suite. Il parlait en hurlant de gouffres effrayants, de monstres, de sculptures et de statues terribles, de ravisseurs inhumains et de tortures délirantes et d'autres anomalies fantastiques trop complexes et chimériques pour qu'il pût seulement s'en souvenir. Vieux, 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 ne cessait-il de dire en gémissant. Grand Dieu, ils sont plus vieux que la terreur, ils sont venus ici de quelque part ailleurs. Ils savent ce que vous pensez. Ils vous font savoir ce qu'ils pensent. Ils sont moitié hommes, moitié spectres, esclaves, morts, folie. Ya, Chouk-Nigorat, cet homme blanc, oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il lui faisait?
Quand il mourut, Heaton était l'idiot du village depuis environ 8 ans. Depuis l'épreuve qu'il avait subie, il y avait encore eu 2 cas de folie du tertre et 3 de disparition totale. Immédiatement après le retour de Heaton, devenu fou, 3 hommes, désespérés et décidés, étaient allés ensemble sur la colline isolée, puissamment armés, munis de bêches et de pioches. Les guetteurs du village virent le fantôme de l'Indien se dissiper au moment où les explorateurs se rapprochaient. Et ensuite, ils les virent escalader le tertre et commencer à explorer à la ronde à travers les broussailles. Presque aussitôt, ils s'évanouirent dans le néant et on ne les a plus jamais revus. Un guetteur, muni d'un télescope particulièrement puissant, crut voir d'autres formes se matérialiser vaguement à côté des malheureux et les entraîner à l'intérieur du tertre. Mais cette déclaration ne fut jamais corroborée. Inutile de dire qu'il n'y eut aucune expédition de recherche après ces disparitions et que, pendant bien des années, le tertre ne fut absolument pas visité. Ce ne fut qu'après que les incidents de 1891 aient été complètement oubliés qu'on se mit à penser à de nouvelles explorations. Ainsi, vers 1910, un garçon trop jeune pour se rappeler les horreurs d'autrefois fit une excursion à l'endroit maudit et ne trouva rien du tout. Vers 1915, la terreur et les légendes affolantes de 91 s'étaient largement effacées pour se fondre dans les banales histoires de fantômes sans imagination qui subsistaient encore, c'est-à-dire qu'elles étaient effacées parmi la population blanche. Dans la réserve voisine, il y avait de vieux Indiens qui réfléchissaient beaucoup et tenaient leurs propres conseils. Vers cette époque, il y eut une nouvelle vague de curiosité active et d'esprits aventureux, et plusieurs hardis chercheurs firent le voyage du tertre et en revinrent. Vint alors le voyage de 2 visiteurs de l'Est des États-Unis, armés de bêches et de tout un attirail, 2 archéologues amateurs ayant des rapports avec une petite université et qui avaient fait de nombreuses études chez les Indiens. Personne ne suivit du village cette expédition, mais aucun d'entre eux n'en revint. L'expédition de recherche qui partit ensuite, dont faisait partie mon hôte Clyde Compton, ne trouva rien d'anormal sur le tertre. L'expédition suivante fut l'aventure solitaire du vieux capitaine Lawton, un pionnier aux cheveux gris qui avait contribué à mettre la région en exploitation dès 1889, mais qui n'y était jamais retourné. Il se rappelait le tertre et la fascination qu'il avait exercée sur lui au long des années. Maintenant qu'il jouissait d'une retraite confortable, il était résolu à faire un essai pour résoudre cette énigme de toujours. Familiarisé depuis longtemps avec la mythologie indienne, il avait acquis des idées un peu plus étranges que celles des simples villageois, et il avait fait des préparatifs pour pouvoir procéder à des fouilles approfondies. Il fit l'ascension du tertre dans la matinée du jeudi 11 mai 1916, suivi à la jumelle par plus de 20 personnes postées dans le village et dans la plaine avoisinante. Sa disparition fut très soudaine et se produisit au moment où il attaquait les fourrés à l'aide d'un outil à défricher. Personne n'était capable d'en dire davantage. À un moment donné, il était là, et l'instant d'après, il avait cessé d'y être. Pendant une semaine, on n'eut aucune nouvelle de lui à Binger, et puis, au milieu de la nuit, se traîna dans le village l'objet à propos duquel on continue encore aujourd'hui à discuter avec âpreté. Cette chose dit qu'elle était, ou avait été, le capitaine Lawton, mais elle paraissait nettement plus jeune, jusqu'à 40 ans de moins que le vieil homme qui avait escaladé le tertre. Ses cheveux étaient d'un noir de jais, et son visage, bien que tordu par une indicible terreur, n'avait pas trace de rides. Mais il rappelait très étrangement à Grandma Compton
le capitaine tel qu'il était en 89. Ses pieds étaient coupés aux chevilles, et les moignons avaient une cicatrice tellement propre et nette que cela en était presque incroyable si cet être était vraiment l'homme qui marchait encore sur ses deux jambes une semaine auparavant. Il balbutiait des choses incompréhensibles et ne cessait de répéter comme pour se rassurer lui-même sur sa propre identité. « George Lawton, George B. Lawton. » De la vie de Grandma Compton, les choses qu'il balbutiait rappelaient étrangement les hallucinations du pauvre jeune Eaton en 91. Il y avait cependant quelques différences de peu d'importance. « Les lumières bleues, marmottait-il. Toujours là-bas, avant qu'il y ait aucun être vivant. Plus anciens que les dinosaures, toujours les mêmes, seulement plus faibles. Jamais mourir, rêvant et rêvant et rêvant. Les mêmes gens, moitié homme et moitié gaz. Le mort qui marche et marche. Oh, ces bêtes, ces licornes à moitié humaines. Maisons et villes d'or. Vieux, vieux, plus vieux que le temps. Descendent des étoiles. Grand Cthulhu. Azathoth, Nyarlathotep. Attendre, attendre. Cet être mourut avant l'aube. Il y eut naturellement une enquête, et les Indiens de la réserve furent impitoyablement mis sur le grill. Mais ils ne savaient rien. Ils n'avaient rien à dire. Du moins, personne n'avait rien à dire, sauf le vieil aigle gris, un chef Wichita que son âge, plus d'un siècle, mettait au-dessus des terreurs du vulgaire. Il fut le seul à daigner grommeler un conseil. « Tu les laisses tranquilles, homme blanc. Pas bon, ces gens. Tout en dessous, ici. Tout en dessous, là-bas. Les anciens. Yig, père puissant des serpents. Lui, là-bas. Yig et Yig. Tirawa, père des hommes. Lui, là-bas. Tirawa et Tirawa. Pas mourir, pas vieillir. Juste même chose que l'air. Juste vivre et attendre. Un jour, ils sortent ici, vivent et combattent. Construire une hutte debout, apporte de l'or. Ils en ont beaucoup, parlent et font de nouvelles maisons. Moi, eux, toi, eux. Alors, viennent les grandes eaux. Tout change. Personne ne sort. On ne laisse entrer personne. Entrer, pas sortir. Tu les laisses tranquilles. Tu n'as pas mauvaise médecine. Homme rouge sait, il n'est pas pris. Homme blanc se mêle, lui, pas revenir. Évite, petite colline, pas bon. Aigle gris a dit. Si Joe Norton et Rance Willock avaient tenu compte de la vie du vieux chef, ils seraient probablement ici aujourd'hui. Mais ils n'en ont pas tenu compte. C'étaient de grands lecteurs et des matérialistes. Ils n'avaient peur de rien dans le ciel ou sur la terre. Et ils croyaient que certains démons avaient un quartier général secret à l'intérieur du tertre. Ils étaient déjà venus sur le tertre, et à présent, ils y retournaient pour venger le vieux capitaine Lawton, se vantant d'y arriver, dussent-ils démolir complètement le tertre. Clyde Compton les suivait, avec une paire de jumelles à prisme, et il les vit contourner la base de la colline sinistre.
Évidemment, ils avaient l'intention d'explorer leur territoire très graduellement et très minutieusement. Les minutes passaient et ils ne reparaissaient pas. On ne les a jamais revus. Une fois de plus, le tertre inspira une terreur panique, et seule l'excitation causée par la Grande Guerre put la faire passer à l'arrière-plan du folklore de Binger. Il ne reçut aucune visite de 1916 à 1919, et il aurait continué à en être ainsi sans l'audace diabolique de certains jeunes gens rentrant après avoir servi en France. De 1919 à 1920, cependant, il y eut une véritable épidémie de visites du tertre parmi les jeunes vétérans prématurément durcis. Une épidémie qui faiblit les jeunes gens en question, revenant les uns après les autres, sans aucun mal et pleins de mépris. Vers 1920, les êtres humains ont la mémoire si courte, le tertre était devenu presque un sujet de plaisanterie, et l'histoire anodine de la squaw assassinée commença à remplacer les récits plus noirs chuchotés par les uns et les autres. Alors, deux jeunes gens téméraires, deux frères, les frères Clay, particulièrement dépourvus d'imagination et des durs, décidèrent d'aller déterrer la squaw et l'or pour lequel le vieil Indien l'avait tué. Ils partirent par un après-midi de septembre, vers l'époque où les tam-tams indiens commencent chaque année leur martèlement continuel sur toute l'étendue des plaines recouvertes de poussière rouge. Personne ne les suivait du regard, ni à la jumelle, et leurs parents attendirent plusieurs heures avant de s'inquiéter de ne pas les voir revenir. Alors, on donna l'alarme et on monta une expédition de recherche. Puis, on se résigna à nouveau au mystère, dans le silence et le doute. Mais l'un d'eux finit par revenir. C'était Ed, l'aîné. Ses cheveux et sa barbe, couleur de paille, étaient devenus d'un blanc d'albinos sur 2 pouces à partir de la racine. Il avait sur le front une étrange cicatrice, une sorte de hiéroglyphe marqué au fer rouge. 3 mois après qu'il eut disparu avec son frère Walker, il rentra furtivement dans sa maison pendant la nuit. Il ne portait rien d'autre qu'une couverture décorée d'une curieuse façon. Il la jeta dans le feu dès qu'il eut enfilé des vêtements lui appartenant. Il dit à ses parents que lui et Walker avaient été capturés par des Indiens étranges, ni Wichita ni Caddos, gardés prisonniers quelque part vers l'ouest. Walker était mort sous la torture, lui avait réussi à s'échapper, mais à quel prix? Son expérience avait été particulièrement terrible. Il ne pouvait pas encore en parler. Il avait besoin de se reposer et de toute façon, cela n'aurait rien valu de donner l'alarme, ni d'essayer de retrouver ces Indiens pour les punir. Il n'était pas de ceux qu'on peut prendre et châtier, et il était particulièrement important dans l'intérêt de Binger, du monde dans son ensemble, qu'on ne les poursuive pas jusque dans leurs repères secrets. Il était un fait, c'est qu'ils n'étaient pas du tout ce qu'on pourrait vraiment appeler des Indiens. Il s'en expliquerait par la suite. Pour le moment, il avait besoin de repos. Mieux valait ne pas réveiller le village en annonçant ce retour. Il allait monter à l'étage et dormir. Avant de gravir l'escalier branlant pour monter dans sa chambre, il prit un bloc et un crayon sur la table de la pièce de séjour et un pistolet automatique dans le tiroir du bureau de son père. La détonation retentit 3 heures plus tard. Ed Clay s'était logé une balle dans la tempe avec un pistolet serré dans sa main gauche, en laissant sur la table boiteuse placée à côté de son lit une feuille de papier portant seulement quelques lignes d'écriture. À l'origine, il avait dû en écrire beaucoup plus long, comme on put le constater ensuite par le bout de crayon coupaillé
qui fut retrouvé, ainsi que par les papiers brûlés dans son réchaud. Il avait finalement décidé de ne pas dire ce qu'il savait et de s'en tenir à de vagues allusions. Le morceau qui subsistait n'était qu'une mise en garde démente, griffonnée d'une écriture bizarrement renversée, les divagations d'un esprit dérangé par les épreuves. Et il était ainsi conçu. Texte assez surprenant, de la part de quelqu'un qui avait toujours été un esprit impassible et positif. Pour l'amour des dieux, n'allez jamais auprès de ce tertre. Il fait partie d'une sorte de monde si diabolique et si ancestral qu'on ne peut pas en parler. Moi et Walker y avons été, et nous avons été pris dans la chose, simplement fondus à certains moments et reconstitués après. Et le monde extérieur est impuissant à l'égard de ce qu'ils peuvent faire. Ceux qui vivent toujours jeunes à leur guise. Et vous ne pouvez pas dire si ce sont réellement des hommes ou juste des fantômes. Et ce qu'ils font, on ne peut pas en parler. Et ceci est simplement une entrée. On ne peut pas dire la taille de la chose entière. Après ce que nous avons vu, je ne veux plus vivre. La France, ce n'était rien à côté de cela. Et voir ces gens vous maintient toujours à l'écart. Et Dieu sait, s'il voyait le pauvre Walker comme il était à la fin, à vous, de tout mon cœur. Ed Clay. À l'autopsie, on découvrit que les organes du jeune Clay étaient, à l'intérieur de son corps, transposés de droite à gauche comme s'il avait été retourné. S'il en avait toujours été ainsi, personne n'aurait pu le dire à l'époque. Mais on apprit ensuite, d'après les dossiers de l'armée, que lorsque Ed avait passé la visite au moment de sa libération en mai 1919, il était parfaitement normal. Y avait-il eu une erreur quelque part, ou bien quelque métamorphose sans précédent s'était-elle produite? Cette question n'est toujours pas réglée, comme d'ailleurs celle qui concerne sa cicatrice en forme de hiéroglyphe sur le front. Ce fut la fin des explorations du tertre. Pendant les 8 dernières années, personne n'a approché de cet endroit, et à la vérité, peu nombreux sont les gens qui ont osé le regarder à la jumelle. De temps en temps, les gens ont continué à jeter un regard nerveux vers la colline isolée qui se dresse au milieu de la plaine quand elle se détache sur le ciel de l'ouest, et à frissonner en voyant la petite tache noire qui va et vient dans la journée et le feu follet scintillant qui danse dans la nuit. La chose était prise pour argent comptant, comme un mystère qui ne devait pas être sondé, et d'un commun accord, les gens du village évitaient le sujet. C'était, après tout, très facile de passer loin de la colline, car l'espace était illimité dans toutes les directions et la vie d'une communauté se déroule toujours suivant les sentiers battus. Le côté du village correspondant au tertre ne comportait pas de sentier. Il n'était traversé par aucune piste, comme s'il s'était agi d'une étendue d'eau, d'un marécage ou d'un désert. Et c'est un curieux commentaire sur le flegme et la pauvreté d'imagination de l'animal humain que le fait que les avertissements qu'on chuchote à l'oreille des enfants et des étrangers pour qu'ils s'écartent du tertre aient sombré rapidement, une fois de plus, dans le conte sans relief d'un fantôme de meurtrier indien et de la squaw, sa victime. Seuls les hommes des tribus de la réserve, les gens pensifs de l'ancien temps tels que Grandma Compton, se rappelaient les harmoniques de perspectives sacrilèges et de profondes menaces cosmiques qui entouraient les divagations de ceux qui étaient rentrés chargés et détraqués. Il était très tard, et il y avait longtemps que Grandma Compton était montée se coucher lorsque Clyde eut terminé son récit. Je savais à peine quoi penser de ce casse-tête terrifiant,
mais je me révoltais à la moindre idée d'entrer en conflit avec un saint matérialisme. Quelle influence avait amené la folie ou la tendance à s'enfuir et à partir à l'aventure chez des gens qui avaient aussi nombreux visité le tertre? Bien que très impressionné, j'étais aiguillonné plutôt que découragé. Je devais sûrement aller au fond des choses aussi bien que je le pourrais, si je voulais garder la tête froide et une détermination inébranlable. Compton vit mes dispositions et secoua la tête d'un air préoccupé. Puis, il me fit signe de le suivre dehors. Nous passâmes de la maison à pan de bois, dans la calme rue. Nous avons fait quelques pas à la lueur d'une lune d'août décroissante pour aller vers l'endroit où les maisons se clairsemaient. La lune, à son deuxième quartier, était encore basse et n'avait pas fait disparaître un grand nombre d'étoiles du ciel, si bien que je pouvais voir non seulement les traînées lumineuses d'Altaïr et de Vega se dirigeant vers l'ouest, mais le scintillement surnaturel de la Voie lactée, tandis que je franchissais du regard une vaste étendue de terre et de ciel dans la direction qu'on m'avait désignée. Alors, tout d'un coup, j'ai vu une étincelle qui n'était pas une étoile. Une étincelle bleuâtre qui se déplaçait et scintillait près de l'horizon en se détachant sur la Voie lactée et qui paraissait, d'une façon vague, plus maléfique et pernicieuse que n'importe quoi sur la voûte s'étendant au-dessus. Un moment après, il devenait clair que cette étincelle venait du sommet d'une éminence éloignée, dans la plaine étendue et faiblement éclairée, et je me retournai pour poser une question à Compton. « Oui, Me répondit-il. c'est la lumière bleue du fantôme, et c'est le tertre. Il n'y a pas dans l'histoire une nuit où nous ne l'ayons vu, et il n'y a pas à Binger une âme vivante qui accepterait de traverser la plaine dans cette direction. C'est une sale affaire, jeune homme, et si vous êtes sage, vous laisserez cela tranquille. Mieux vaut décommander vos recherches, fiston, et vous atteler à une des autres légendes indiennes que nous avons par ici. Nous avons largement de quoi vous occuper, Dieu sait. » Mais je n'étais pas d'humeur à écouter des conseils. Compton m'avait donné une chambre agréable, mais je ne pus fermer l'œil, attendant avec impatience le lendemain matin et des chances de voir le fantôme du grand jour, de pouvoir interroger les Indiens de la réserve. J'avais l'intention de faire le tour de la question lentement et complètement, de me munir de tous les documents disponibles, d'origine blanche et rouge, avant d'entamer aucune véritable investigation archéologique. Je me levai et m'habillai à l'aube, et quand j'entendis les autres bouger, je descendis. Compton préparait le feu de la cuisine, tandis que sa mère était occupée au garde-manger. Quand il me vit, il me fit un signe de tête et au bout d'un moment m'invita à sortir dans un soleil radieux. Je savais où nous allions, et en suivant le sentier avec lui, je m'écarquillais les yeux à regarder vers l'ouest par-dessus la plaine. Là-bas, il y avait le tertre, d'un aspect très curieux, dont la régularité faisait penser à quelque chose d'artificiel. Il devait avoir de 30 à 40 pieds de haut et 100 yards de largeur du nord au sud. Il n'était pas aussi large d'est en ouest, me dit Compton, mais d'après lui, il accusait le contour d'une ellipse assez mince. Il y avait été, je le savais, et en était revenu sans dommage plusieurs fois. En examinant le bord qui se profilait sur le ciel bleu foncé de l'ouest, j'essayai de suivre ces légères irrégularités et je fus frappé par l'impression qu'il y avait dessus quelque chose qui se déplaçait. Mon pouls s'accéléra un peu
et je saisis rapidement les puissantes jumelles que Compton m'offrait sans se démonter. Je les mis hâtivement au point, et tout d'abord, je ne vis qu'un fouillis de broussailles sur le bord du tertre, et puis quelque chose entra dans le champ. C'était, à ne pas s'y tromper, une forme humaine, et je sus immédiatement que je voyais le fantôme indien de jour. Je ne m'attardai pas à le détailler, mais ce grand personnage, mince, vêtu d'une robe noire, avec des cheveux noirs retenus par un bandeau, une figure couleur de cuivre couturée, sans expression, un nez aquilin, ressemblait plus à un Indien que tout ce que j'avais déjà pu voir dans mon expérience passée. Et cependant, mon œil entraîné d'ethnologue me fit immédiatement constater qu'il s'agissait d'un peau-rouge comme on n'en avait jusqu'ici jamais rencontré dans l'histoire, d'une créature appartenant à une vaste variation raciale et à un courant culturel entièrement différent. Les Indiens modernes sont brachycéphales, ils ont la tête ronde, et l'on ne peut pas trouver de crânes allongés ou d'olicocéphales nulle part, sauf dans les gisements antiques de Pueblo datant de 2500 ans et davantage. Cependant, le caractère dolicocéphale de cet homme était tellement marqué que je le reconnus aussitôt, même à une si grande distance et dans le champ incertain d'une paire de jumelles. Je vis également que les motifs de sa robe s'apparentaient à une tradition décorative entièrement différente de tout ce que nous connaissions dans l'art indigène du Sud-Ouest. Il portait de même des ornements de métal brillant, et aux côtés une courte épée, ou une armure du même genre, le tout forgé dans un style absolument étranger et dont je n'avais jamais pu entendre parler. Tandis qu'il allait et venait sur le sommet du tertre, je le suivis à la jumelle pendant plusieurs minutes, en notant la qualité kinesthésique de sa démarche et la noblesse de son port de tête. Et il naissait en moi la conviction persistante que cet homme, quel qu'il pût être, n'était certainement pas un sauvage. Il était le produit d'une civilisation, je le sentais d'instinct, mais je ne pouvais deviner laquelle. À la longue, il finit par disparaître derrière le bord le plus éloigné du monticule, comme s'il avait descendu la pente opposée invisible pour nous. Et je laissai retomber les jumelles, en éprouvant un curieux mélange de sentiments, intrigué en tout cas. Compton me regardait d'un air interrogateur, et je fis un signe de tête qui n'engageait à rien. « Qu'en pensez-vous » se hasarda-t-il à me demander. « C'est ce que nous avons vu toute notre vie, ici, à Binger. » À midi, je me trouvais à la réserve indienne, en train de parler avec le vieil aigle gris qui, par quel miracle, était encore vivant, bien que devant approcher de 150 ans. C'était un personnage étrange, impressionnant, que ce chef sévère, intrépide de sa race, qui avait parlé avec des hors-la-loi et des trafiquants vêtus de daim à franges et des personnages officiels français en culottes et tricornes, et j'étais heureux de voir que je semblais lui être sympathique en raison de la déférence que je lui témoignais. Cependant, cette sympathie devint malheureusement un obstacle dès qu'il eut compris ce que je désirais, car tout ce qu'il put faire, ce fut de me mettre en garde contre les recherches que j'étais sur le point d'entreprendre. « Toi, bon garçon, à t'occuper, cette colline, mauvaise médecine, plein de démons là-bas, en dessous, qui te prennent quand tu creuses. Ne creuse pas, pas de mal. Tu vas creuser, tu ne reviens pas. La même chose avec mon fils, la même chose avec mon père et le père de mon père.
Tout le temps, l'Indien, il marche dans le jour. La squaw sans tête, elle, marche la nuit. Tout le temps, depuis que les hommes blancs avec des vêtements de métal sont venus du couchant et en bas grand fleuve, de très loin, 3, 4 fois plus loin que Aigle Gris, 2 fois plus que les Français, tous pareils après alors. Plus loin que ça, personne va près des petites collines, ni des vallées profondes avec des cavernes de pierre. Encore plus loin, ces anciens sans habits viennent faire village, apportent beaucoup d'or. Moi, eux, toi, eux. Alors, grandes eaux arrivent, tout change. Personne sort, personne entre. Entrer, pas sortir. Eux, pas mourir. Ne deviennent pas vieux comme Aigle Gris, avec vallée sur figure et neige sur la tête. La même chose que l'air. Un homme, un esprit. Mauvaise médecine. Quelquefois, la nuit, un esprit sort sur une moitié homme, moitié cheval, avec cornes, et se bat où les hommes autrefois se sont battus. Les fait partir. Ah bon. Toi, bon garçon, va-t'en, et laisse les anciens tranquilles. C'est tout ce que je pus obtenir du vieux chef, et les autres Indiens ne disaient rien non plus. Mais si j'étais troublé, Aigle Gris l'était visiblement encore davantage, car il éprouvait d'une façon évidente un véritable regret à la pensée que j'allais pénétrer dans une région qui lui inspirait une pareille terreur. Comme je m'apprêtais à quitter la réserve, il s'arrêta pour un dernier adieu cérémonieux, et une fois de plus, il s'efforça de me faire promettre d'abandonner mes recherches. Quand il vit que c'était inutile, il sortit avec une certaine timidité un objet d'une sacoche de daim, et il me le tendit très solennellement. C'était un disque de métal usé, mais finement gravé, d'environ 2 pouces de diamètre, curieusement forgé et perforé, suspendu par un lacet de cuir. Tu vas promettre, alors Aigle Gris peut pas dire ce qui t'attend. Et si quelque chose aide, c'est bonne médecine. Vient de mon père, qu'il a eu de son père, qu'il a eu de son père, toujours en remontant jusqu'à Tirawa, le père de tous les hommes. Mon père, il dit, tu évites les anciens, tu évites les petites collines et les vallées avec cavernes de pierre. Mais si les anciens, ils viennent te chercher, alors tu leur montres cette médecine. Ils savent, ils l'ont fait il y a longtemps. Ils regardent, alors peut-être ils ne font pas aussi mauvaise médecine. Eux, pas bon, pas dire ce qu'ils font. Tout en parlant, Aigle Gris me passait l'objet autour du cou, et je vis que c'était en vérité un très curieux objet. Plus je le regardais, plus je m'émerveillais, car non seulement il était fait d'une matière lourde, sombre, brillante, mais le travail en était absolument étrange et complètement inconnu. Autant que je pus voir, l'un des côtés portait un serpent modelé d'une manière exquise. L'autre côté était décoré d'une sorte de pieuvre ou autre monstre à tentacules. Il y avait également quelques hiéroglyphes à moitié effacés, qu'aucun archéologue ne put identifier, ni même situer approximativement. Avec la permission d'Aigle Gris, j'ai fait ensuite examiner soigneusement ce disque par des experts historiens, anthropologues, géologues et chimistes, mais je ne réussis qu'à les déconcerter. Il défie la classification et l'analyse. Les chimistes
parlait d'un alliage de métaux inconnus d'un poids atomique élevé. Un géologue suggéra que cette substance pouvait avoir une origine météorique, être tombée des gouffres inconnus des espaces interstellaires. Qu'il ait vraiment sauvé ma vie, ma raison ou mon existence comme être humain, je ne peux pas tenter de l'affirmer, mais Aigle Gris en est convaincu. Il l'a de nouveau entre les mains, à présent, et je me demande s'il a quelque chose à voir avec son âge extraordinaire. En regagnant le village, j'essayais d'obtenir un peu plus d'histoire sur le tertre, mais je ne rencontrais que des raconteurs excités et de l'opposition. C'était vraiment flatteur de voir à quel point les gens manifestaient de la sollicitude à l'égard de ma sécurité, mais il me fallut écarter leurs remontrances presque frénétiquement. Je leur montrai le talisman d'Aigle Gris, mais nul d'entre eux n'en avait entendu parler jusque-là, ni vu quoi que ce fût qui y ressemble même de loin. Ils étaient d'accord sur le fait que cela pouvait être une relique indienne, et s'imaginaient que les ancêtres du vieux chef avaient dû l'obtenir de quelques trafiquants. Quand ils virent qu'ils ne pouvaient me détourner de mon projet de voyage, les citoyens de Binger firent, avec tristesse, ce qu'ils purent pour m'aider à m'équiper. Je savais, avant mon arrivée, quel genre de travail il faudrait faire, et j'avais déjà pris avec moi la plus grande partie du matériel nécessaire. Machette et couteaux de tranchée pour éclaircir les fourrés et creuser, torches électriques pour le cas où il y aurait une phase de l'opération qui se déroulerait sous le tertre, cordes, jumelles, mètres à ruban, microscope et divers accessoires pour cas imprévus. En fait, tout ce qui peut être confortablement emporté dans un sac commode. À cet équipement, j'ajoutais seulement le lourd revolver que le shérif m'obligea à prendre, ainsi que la pioche et la pelle qui, pensais-je, pourraient faciliter mon travail. Je décidai d'emporter ces derniers objets accrochés à mon épaule par une grosse corde, car je ne tardai pas à m'apercevoir que je n'avais aucun espoir de recruter des aides ou des compagnons d'exploitation. Le village avait l'intention, sans aucun doute, de me suivre à l'aide de tous les télescopes à lunettes d'approche disponibles, mais on n'enverrait aucun citoyen à même 1 mètre de distance sur cette plaine plate qui s'étendait jusqu'à la colline isolée. Mon départ était fixé au lendemain matin de bonne heure, et pendant tout le reste de la journée, je fus traité avec le respect timoré et gêné que les gens témoignent à un homme qui s'en va au-devant d'un destin immanquablement funeste. Quand le matin arriva, nuageux mais non menaçant, le village tout entier sortit pour me voir prendre mon départ à travers la plaine où le vent balayait la poussière. Mes jumelles me montraient l'homme isolé, arpentant le tertre de son pas habituel, et je résolus de ne pas le perdre de vue pendant toute la durée de mon approche. Au dernier moment, je fus oppressé par un vague sentiment de crainte, et j'étais assez faible et fantasque pour laisser le talisman d'Aigle Gris se balancer sur ma poitrine, bien en vue des êtres ou fantômes qui auraient pu avoir tendance à le remarquer. Je dis au revoir à Compton et à sa mère. Je partis d'un bon pas, malgré le sac que je tenais à la main gauche, malgré la pioche et la pelle qui se balançaient dans mon dos en rendant un son métallique. Je tenais mes jumelles à la main droite pour jeter de temps en temps un coup d'œil aux promeneurs silencieux. En approchant du tertre, je vis cet homme très clairement, et m'imaginai que je pouvais découvrir une expression infiniment maléfique et décadente sur ses traits couturés et imberbes. Je fus également surpris de constater que son carquois, doré et rutilant, était orné d'hiéroglyphes
ressemblant beaucoup à ceux du talisman inconnu que je portais. Tout le costume et la parure de cette créature révélaient une habileté manuelle raffinée et la civilisation. Alors, trop brusquement, je le vis se mettre à descendre le versant du tertre le plus éloigné et disparaître. Quand j'arrivai sur place, environ 10 minutes après mon départ, il n'y avait personne. Inutile de relater comment je passais la première partie de mes recherches, à regarder l'ensemble du tertre, à en faire le tour, en prenant des mesures, en reculant pour le voir sous différents angles. Il m'avait formidablement impressionné quand je m'en suis approché, et il semblait y avoir dans son contour trop régulier une sorte de menace latente. C'était la seule éminence d'une nature quelconque qui se fût trouvée sur cette large plaine unie, et je ne pouvais pas douter un instant que ce ne fût un tumulus artificiel. Les côtés escarpés ne paraissaient pas comporter de cassures et ne portaient aucune trace d'occupation humaine ni de passage. Il n'y avait pas le moindre sentier pour mener au sommet, et, chargé comme j'étais, je ne parvins à me hisser qu'au prix de grandes difficultés. Quand j'atteignis le sommet, je découvris un plateau elliptique à peu près uni d'environ 300 pieds sur 50, uniformément recouvert d'une herbe drue et de fourrés épais, entièrement incompatible avec la présence continuelle d'une sentinelle marchant de long en large. Cette constatation me causa un véritable choc, car elle prouvait sans discussion que le vieil Indien, tout vivant qu'il parût, ne pouvait être autre chose qu'une hallucination collective. Je regardais autour de moi avec infiniment de perplexité et d'inquiétude. Je jetai un regard plein de regret sur le village et sur la masse de points noirs qui, je le savais, représentait la foule des spectateurs. J'essayai mes jumelles sur eux, et je vis qu'ils étaient en train de m'étudier avec curiosité au moyen des leurs. Pour les rassurer, j'agitai ma casquette en l'air, en leur donnant la démonstration d'une insouciance que j'étais loin d'éprouver. Alors, je me mis au travail, déposai pioche, pelle et sac. Je sortis la machette de ce dernier, et je me mis à éclaircir le fourré. C'était un travail fatigant. De temps à autre, je ressentais un frisson curieux, comme si une bouffée de vent perverse se levait pour entraver mes mouvements avec une dextérité qui semblait marquer une intention délibérée. Par moments, on aurait dit que, pendant que je travaillais, une force, pour ainsi dire tangible, me repoussait en arrière. On aurait presque pu croire que l'air s'épaississait devant moi ou que des mains sans forme me serraient les poignets. Mon énergie semblait s'épuiser sans produire les résultats cherchés, ce qui ne m'empêchait tout de même pas de faire quelques progrès. Dans l'après-midi, j'avais clairement constaté que vers l'extérieur nord du tertre, il y avait une légère dépression en forme de cuvette dans la terre où s'enchevêtraient les racines. Cela pouvait ne rien vouloir dire, mais cela aurait été un bon endroit par où commencer quand j'en viendrais à creuser, et je le notais en moi-même. En même temps, je remarquai une autre chose très particulière, c'est-à-dire que le talisman indien qui se balançait à mon cou semblait se comporter étrangement en un point situé à environ 17 pieds au sud-est du creux en question. Son mouvement giratoire se modifiait toutes les fois qu'il m'arrivait de me pencher à proximité de ce point. Il allait vers le sol, comme attiré par quelque magnétisme existant dans le terrain. Plus je notais ce phénomène, plus j'en étais frappé, jusqu'au moment où je décidai d'entreprendre ce travail préliminaire. Creuser là, sans plus attendre.
en retournant le sol avec mon couteau de tranchée. Je ne pouvais m'empêcher de m'étonner de la minceur relative de la couche de terrain rouge dans cette région. Dans son ensemble, le terrain était entièrement constitué par du grès rouge. Mais en ce point, je trouvais une couche de moins d'un pied de profondeur d'un étrange terreau noir. C'était le même sol que celui qu'on trouve dans les mystérieuses vallées profondes plus loin vers l'ouest et le sud, et il avait sûrement été apporté d'une grande distance à l'époque préhistorique à laquelle remontait le tertre. J'étais agenouillé. Je creusais et je sentais le cuir enroulé autour de mon cou se tendre de plus en plus vigoureusement à mesure que quelque chose qui se trouvait dans le sol semblait attirer davantage le lourd talisman métallique. Je sentis alors mes outils heurter une surface dure et je me demandais s'il y avait en dessous une couche de roche. Je fouillais avec mon couteau et je constatais qu'il n'en était rien. Au contraire, à ma vive surprise, je fis une trouvaille qui éveilla en moi un intérêt fébrile. Je ramenai à la surface un objet lourd de forme cylindrique, couvert d'une épaisse couche de moisissure, d'environ 1 pied de long sur 4 pouces de diamètre, auquel mon talisman adhérait comme s'il avait été enduit de colle. Je débarrassai cet objet de la couche de terreau noir qui le recouvrait, et je découvris ainsi des sculptures qui accentuèrent mon étonnement et mon énervement. Le cylindre tout entier, extrémités comprises, était recouvert de dessins et de hiéroglyphes, et je vis avec un énervement croissant qu'il appartenait à la même tradition inconnue que ceux du talisman d'aigle gris et ceux des ornements de métal jaune du fantôme aperçu à travers mes jumelles. Je m'assis. J'achevai le nettoyage du cylindre magnétique au moyen du gros velours à côté de mon pantalon, et je remarquai qu'il était fait du même métal lourd, brillant et inconnu, comme le talisman. C'était là, sans aucun doute, l'origine de ce singulier phénomène d'attraction. Les sculptures et ciselures étaient très étranges et très horrifiantes. Des monstres sans nom et des dessins insidieusement chargés de maléfices, le tout exécuté avec la plus grande habileté et soigneusement fini. Tout d'abord, je ne pouvais trouver à cet objet ni queue ni tête, et je le tenais sans savoir qu'en faire jusqu'au moment où je découvris qu'à une extrémité, il pouvait se séparer en deux. Je cherchai alors désespérément un moyen de l'ouvrir, et je finis par découvrir que, tout simplement, le bout se dévisait. Le couvercle fit des difficultés pour bouger, mais il finit par se détacher en laissant s'échapper une curieuse odeur aromatique. Le seul contenu du tube était un gros rouleau d'une matière jaunâtre ressemblant à du papier et recouverte de caractères verdâtres. L'espace d'une seconde, j'éprouvai un frisson indicible en m'imaginant que je tenais la clé écrite donnant accès à des mondes ancestraux inconnus et à des gouffres situés en dehors du temps. Presque immédiatement, cependant, je m'aperçus en déroulant une extrémité que le manuscrit était en espagnol, mais un espagnol cérémonieux, pompeux, datant d'un temps très reculé. À la lueur dorée du soleil couchant, je regardais l'entête et le premier paragraphe en essayant de déchiffrer l'écriture déplorable, sans ponctuation, de ce personnage disparu. Quel genre de relique était-ce? De quel genre était la découverte que je venais de faire par hasard? Les premiers mots déclenchèrent en moi une nouvelle poussée d'énervement et de curiosité, car, au milieu de me détourner de ma recherche initiale, cette trouvaille consolidait d'une manière surprenante ma résolution de poursuivre précisément ces efforts. Le rouleau jaune à l'écriture verte comportait tout d'abord
une fière formule d'identification et un appel cérémonieux et désespéré à la confiance qu'il convenait de faire aux incroyables révélations qui suivaient. Relato de Panfilo de Zamacona y Núñez Hidalgo de Luarca en Asturias. Je m'arrêtai un instant pour réfléchir au sens prodigieux de ce que j'étais en train de lire. Récit de Panfilo de Zamacona y Núñez, gentilhomme de Luarca en Asturias, au sujet du monde souterrain de Xinayan, 1545. Cela était trop, à coup sûr, pour que je puisse me le faire immédiatement entrer dans la tête. Un monde souterrain. De nouveau, cette idée persistante qui se faisait jour à travers tous les contes des Indiens et tout ce que disaient ceux qui étaient revenus du tertre. Et cette date, 1545, qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? En 1540, Coronado et ses hommes avaient quitté le Mexique en allant vers le nord pour s'enfoncer dans les pays sauvages. Mais n'étaient-ils pas revenus en 1542? Je parcourus la partie dévidée du rouleau et, presque aussitôt, je tombai sur le nom de Francisco Vázquez de Coronado. Celui qui avait écrit ce texte était l'un des hommes de Coronado, cela était clair, mais que faisait-il dans ce pays reculé, 3 ans après le retour de son expédition? Il fallait lire plus avant, car j'appris, grâce à un autre coup d'œil, que ce qui restait encore roulé était simplement un résumé de la marche de Coronado vers le nord, ne différant sur aucun point essentiel de ce qu'on apprend dans l'histoire. C'est seulement le déclin de jour qui m'a arrêté, avant que j'aie pu en dérouler davantage et lire plus loin. Et dans mon impatience, mon étonnement, j'avais presque oublié d'avoir peur de l'arrivée de la nuit dans cet endroit sinistre. Les autres, toutefois, pensaient toujours aux choses terrifiantes qui me guettaient, car j'entendis un appel lancé très fort, mais de loin, par un groupe d'hommes qui s'étaient rassemblés à la sortie de la ville. Je répondis à leur appel, remis le manuscrit dans son cylindre étrange, auquel s'accrochait encore le disque suspendu à mon cou, jusqu'à ce que je le détache et l'emballe, ainsi que mes petits accessoires, pour me préparer au départ. Je laissai la pioche et la pelle pour le travail du lendemain, pris mon sac, dégringolai la pente raide du tertre, et, un quart d'heure après, j'étais de retour au village, en train de donner des explications et de montrer ma trouvaille. L'obscurité tombait. Je regardais de nouveau le tertre que j'avais quitté depuis si peu de temps, et je vis en frissonnant que la torche bleuâtre de la squaw fantôme nocturne avait commencé à briller. C'était dur d'attendre pour reprendre le récit de l'Espagnol de jadis, mais je savais qu'il me fallait la tranquillité et le temps nécessaires pour en faire une bonne traduction, et je remis donc, à contre-cœur, ce travail pour le courant de la nuit. Je promis aux gens de la ville un rapport clair sur mes trouvailles pour le lendemain matin. Je leur donnai tout le loisir d'examiner le bizarre cylindre qui donnait tant à penser. J'accompagnai Clyde Compton chez lui et montai dans ma chambre pour me mettre à la traduction dès que possible. Mon hôte et sa mère avaient grande hâte d'entendre mon récit, mais j'estimais qu'il valait mieux attendre que j'aie moi-même complètement assimilé le texte et que je puisse leur en donner l'essentiel avec concision et sans m'interrompre. J'ouvris mon sac à la lueur d'une unique ampoule électrique, je repris le cylindre et constatai qu'instantanément le magnétisme attirait le talisman indien sur sa surface sculptée.
Les dessins brillaient d'un éclat maléfique sur ce métal inconnu au brillant magnifique, et je ne pus retenir un frisson en examinant les formes anormales et blasphématoires, ciselées avec une habileté raffinée qui semblait me regarder. Je regrette de ne pas les avoir soigneusement photographiés, mais peut-être est-ce aussi bien ainsi. Je ne suis vraiment heureux que d'une chose, c'est de ne pas avoir identifié sur le moment la chose à tête de pieuvre accroupie sur la plupart des cartouches décorées et qui, dans le manuscrit, était désignée sous le nom de Toulouse. Je l'ai dernièrement associée, ainsi que les légendes se trouvant dans le manuscrit et présentant un rapport avec elle, à toutes sortes d'histoires récemment découvertes sur le monstrueux Cthulhu, dont on ne parle nulle part. Une horreur qui est venue des étoiles, alors que la Terre, toute jeune, n'était encore qu'à moitié formée. Si j'avais connu la connexion en question, je n'aurais pas pu rester dans la même pièce que cet objet. Quant au motif secondaire, un serpent semi-anthropomorphe, je le situais presque aussitôt comme étant un prototype de représentation de Yig, Quetzalcoatl et Kukulkan. Avant d'ouvrir le cylindre, je fis l'épreuve de ses pouvoirs magnétiques sur d'autres métaux que celui dont était fait le disque d'aigle gris, mais je ne constatai aucune attraction. Ce n'était pas le magnétisme commun qui se manifestait dans ce fragment morbide de mondes inconnus, et je le rattachai à son espèce. Finalement, je sortis le manuscrit et commençai ma traduction en notant à mesure un résumé synoptique en anglais. De temps en temps, je déplorais de ne pas avoir de dictionnaire espagnol, en particulier lorsque je tombais sur un mot ou une construction particulièrement obscure ou archaïque. Cela donnait une impression d'ineffable étrangeté, d'être ainsi ramené par ma quête continuelle à près de 4 siècles en arrière, sous le règne d'Henri VIII, à une époque où mes ancêtres, gentilshommes du Somerset et du Devon, se trouvaient encore dans leur pays d'origine, bien loin d'imaginer que l'aventure conduirait les hommes de leur lignée en Virginie et dans le Nouveau Monde. Cependant, ce Nouveau Monde recelait déjà le même mystère que le tertre qui, pour le moment, constituait ma sphère d'activité et mon horizon. Le sentiment de retour en arrière était d'autant plus fort que j'avais instinctivement l'impression que le problème qui nous était commun, à l'Espagnol et à moi, appartenait à de tels abysses en dehors du temps, à une éternité impie d'un autre monde, que les malheureux 400 ans qui nous séparaient n'étaient rien en comparaison. Il suffit d'un simple coup d'œil à ce cylindre monstrueux et insidieux pour me faire réaliser l'existence des gouffres vertigineux qui s'ouvraient entre tous les hommes de la terre connue et les mystères primitifs qu'ils représentaient. Devant ce gouffre, Panfilo de Zamacona et moi, nous nous tenions côte à côte, exactement comme nous aurions pu nous tenir côte à côte, Aristote et moi, Khéops et moi. Zamacona parlait peu de sa jeunesse à Luarca, petit port tranquille sur la baie de Biscaye. Cadet de sa famille, il avait eu une jeunesse orageuse. En 1532, à l'âge de 20 ans, il était parti pour la Nouvelle-Espagne. Plein de sensibilité et d'imagination, il avait écouté bouche bée les rumeurs qui couraient sur les riches cités et les mondes inconnus du Nord, et spécialement le récit du franciscain, le frère Marcos de Niza, qui, en 1539, revenait d'un voyage avec des récits étincelants sur la fabuleuse Cibola, ces grandes villes ceintes de murs aux maisons de pierre à terrasses. En entendant parler de l'expédition projetée par Coronado pour aller à la recherche de ces merveilles, et de merveilles plus grandes encore qui, disait-on à voix basse, se trouvaient au-delà dans le pays des buffles, le jeune Zamacona
réussit à être au nombre des 300 hommes triés sur le volet qui devaient y participer. Il partit vers le nord en 1540 avec les autres. L'histoire a conservé le récit de cette expédition. Comment il se trouva que Cibola n'était autre chose que le misérable village pueblo de Zuni. Comment Nizza fut renvoyé au Mexique en disgrâce à cause de ses exagérations extravagantes. Comment Coronado fut le premier à voir le Grand Canyon. Comment, à Chiculier, sur le Pecos, il entendit l'Indien qu'on appelait El Turco parler de la contrée riche et mystérieuse de Quivira, loin, au nord-est, où abondaient l'or, l'argent, les buffles, où coulaient des fleuves de 2 lieues de largeur. Zamacona parla brièvement du camp d'hiver des Tigouex sur le Pecos et du départ vers le nord en avril, lorsque le guide indigène se révéla comme un traître et fit s'égarer le détachement au milieu d'une contrée où l'on ne trouvait que des chiens de prairie, des étangs salés et des tribus de nomades chasseurs de bisons. Lorsque Coronado licencia le gros de son armée et fit sa marche finale de 42 jours avec un détachement réduit et sélectionné, Zamacona trouva le moyen d'en faire partie. Il parle du pays fertile et des grands ravins avec des arbres visibles seulement du bord de leurs rives escarpées. Il dit comment les hommes se nourrissaient exclusivement de viande de buffle. Il mentionne alors le point le plus éloigné atteint par l'expédition, probablement le pays décevant de Quivira, avec ses villages composés de grandes maisons, ses ruisseaux et ses rivières, sa terrasse noire fertile, ses prunes, ses noix, ses raisins et ses mûres, ses Indiens qui cultivent le maïs et savent travailler le cuivre. Il est fait allusion en passant à l'exécution d'El Turco, le guide indigène infidèle, et mention de la croix que Coronado a dressée sur la rive du fleuve au cours de l'automne 1541 et portant cette inscription. C'est ce point qu'a atteint le grand général Francisco Vázquez de Coronado. Cette Quivira hypothétique s'étend vers le 40e degré de latitude nord, et j'ai vu encore tout récemment que l'archéologue de New York, le docteur Hodge, l'a identifié avec le cours du fleuve Arkansas à travers le district Barton-on-Price au Kansas. C'est la vieille patrie des Wichita, avant que les Sioux ne les rejettent dans ce qui est actuellement l'Oklahoma et que quelques-uns des sites de villages de huttes ont été fouillés pour rechercher des objets travaillés. Coronado procéda à des explorations considérables dans les environs, attiré ici et là par des rumeurs persistantes concernant de riches cités et des mondes cachés qui circulaient à outrance parmi les Indiens. Ces indigènes du Nord semblaient avoir plus peur que les Indiens du Mexique et se montraient plus réticents qu'eux quand il s'agissait de parler de ces villes et de ces pays. Toutefois, ils paraissaient en même temps pouvoir en révéler beaucoup plus que les Mexicains ne voulaient et n'osaient le faire. Leur imprécision exaspérait le chef espagnol, et après bien des recherches décevantes, il se mit à se montrer très sévère à l'égard de ceux qui lui rapportaient des racontars. Zamacona, plus patient que Coronado, trouvait les histoires particulièrement intéressantes, et il apprit assez de la langue pour tenir de longues conversations avec un jeune Indien appelé Charging Buffalo, que sa curiosité avait conduit dans des endroits beaucoup plus étranges qu'aucun de ceux dans lesquels ses camarades de tribu avaient l'audace de pénétrer. C'est Charging Buffalo qui parla à Zamacona des curieuses portes de pierre, des grilles ou des entrées de cavernes au fond de certains de ces profonds ravins escarpés et boisés que le parti avait remarqués pendant sa marche vers le nord.
Ces ouvertures, disait-il, sont dans leur plus grande partie cachées par la végétation, et depuis des éternités, il y en a peu par lesquelles on soit passé. Ceux qui ont été là où elles conduisent ne sont jamais revenus. Dans quelques rares cas, ils sont revenus fous ou curieusement estropiés. Mais tout cela était légende, car on ne connaissait personne qui ait été au-delà d'une distance limitée à l'intérieur d'aucune de ces excavations, aussi loin que remontaient les souvenirs des grands-parents des hommes vivants les plus âgés. Charging Buffalo lui-même était probablement allé plus loin que qui que ce fût, et il en avait vu assez pour exciter à la fois sa curiosité et sa rapacité à l'égard de l'or qui, disait-on, se trouvait en dessous. À la suite de l'ouverture par laquelle il avait pénétré, il y avait un long couloir qui montait et descendait follement, qui tournait et qui était couvert de terrifiantes sculptures de monstres et d'horreurs comme aucun homme n'en avait jamais vu. Ensuite, après on ne sait combien de milles de virages et de descentes, il y avait un jaillissement terrible de lumière bleue, et le couloir débouchait sur un monde bouleversant et infernal. Sur ce monde, l'Indien ne voulait pas en dire davantage. Simplement, il avait vu quelque chose qui l'avait fait s'enfuir en toute hâte. Mais les villes d'or doivent se trouver quelque part en dessous, ajoutait-il, et peut-être un homme blanc, avec la magie du bâton à tonnerre, réussirait-il à y parvenir. Il ne dirait pas au grand chef Coronado ce qu'il savait, car Coronado ne voulait plus écouter aucun Indien. Oui, il pouvait montrer le chemin à Dzamakona si l'homme blanc acceptait de quitter le détachement et de se laisser conduire par lui. Mais il n'entrerait pas dans le trou avec l'homme blanc. C'était mauvais là-dedans. L'endroit se trouvait à environ 5 journées de marche vers le sud, près de la région des Grands Tertres. Ces buttes de terre avaient un rapport avec le monde maléfique qui s'étendait au-dessous. C'étaient probablement d'anciens passages par lesquels on y accédait et qui avaient été comblés, car autrefois, les anciens d'en dessous avaient eu des colonies à la surface et avaient fait partout du commerce avec les hommes et même dans les pays qui avaient disparu sous les grandes eaux. C'est lorsque ces pays avaient été engloutis que les anciens s'étaient enfermés en dessous et avaient refusé d'avoir affaire aux hommes de la surface. Les réfugiés venant des terres englouties leur avaient dit que les dieux de la terre extérieure étaient contre les hommes et qu'aucun homme ne pouvait survivre sur la terre extérieure à moins d'être lui-même un démon lié au dieu du mal. C'est pourquoi ils avaient coupé toute communication avec les gens de la surface et ils faisaient des choses effrayantes à quiconque s'aventurait dans leurs habitations inférieures. Autrefois, il y avait des sentinelles aux différentes ouvertures, mais après des siècles, elles ont cessé d'être nécessaires. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se soucient des anciens, et les légendes les concernant auraient probablement disparu s'il n'y avait pas eu de temps en temps des fantômes pour rappeler leur existence. Il semble que l'ancienneté infinie de ces créatures les ait amenées étrangement près de la frontière de l'esprit, si bien que leur émanation spectrale était plus communément fréquente et vivace. En conséquence, la région des Grands Tertres était souvent bouleversée par des batailles nocturnes de spectres rappelant celles qui s'étaient déroulées à l'époque où les ouvertures n'étaient pas encore fermées. Les anciens eux-mêmes étaient à moitié des fantômes. À la vérité, on disait qu'ils ne vieillissaient plus et que leur espèce ne se reproduisait pas, mais ils voguaient éternellement dans un état intermédiaire entre la chair et l'esprit. Le changement, toutefois, n'était pas complet parce qu'ils devaient respirer. C'était parce que le monde souterrain avait besoin d'air que les ouvertures
donnant sur les vallées profondes n'étaient pas bloquées comme l'avaient été les ouvertures des tertres. Ces ouvertures, ajoutait Charging Buffalo, avaient probablement pour point de départ des fissures naturelles de la terre. On chuchotait que les anciens étaient venus des étoiles, lorsque le monde était tout jeune, et ils étaient allés à l'intérieur pour construire des villes d'or massif, parce qu'on ne pouvait pas, à cette époque, vivre à la surface de la terre qui ne s'y prêtait pas. Ils étaient les ancêtres de tous les hommes, mais cependant, personne ne pouvait savoir de quelle étoile ils venaient, ou de quel endroit situé au-delà des étoiles. Leurs villes cachées étaient encore pleines d'or et d'argent, mais les hommes feraient mieux de les laisser tranquilles, parce qu'elles étaient protégées par une magie très puissante. Ils possédaient des bêtes effrayantes, ayant un vague soupçon de sang humain qu'ils chevauchaient et qu'ils employaient à d'autres usages. Ces animaux, insinuaient les gens, étaient carnivores et, comme leur maître, avaient une préférence pour la chair humaine, si bien que les anciens ne se soient pas reproduits, ils avaient une sorte de classe d'esclaves à moitié humains qui servaient aussi à nourrir la population humaine et animale. Cette classe avait été très curieusement recrutée, et elle était complétée par une seconde classe d'esclaves de cadavres réanimés. Les anciens savaient transformer un cadavre en un automate qui pouvait durer presque indéfiniment et, dirigé par un influx psychique, accomplir n'importe quel travail. Charging Buffalo disait que les gens étaient parvenus à communiquer uniquement par transmission de pensée. À mesure que s'écoulaient des éternités de découvertes et d'études, on en était arrivé à considérer le langage comme rudimentaire et inutile, sauf lorsqu'il s'agissait de prier ou d'exprimer ses émotions. Ils adoraient Yig, le père vénéré des serpents, et Tulu, l'entité à tête de pieuvre qui les avait amenés des étoiles. Ils apaisaient l'une et l'autre de ces monstruosités par des sacrifices humains offerts d'une certaine manière que Charging Buffalo ne se souciait pas de décrire. Zamakona était fasciné par le conte de l'Indien. Il résolut aussitôt de l'accepter comme guide jusqu'à la porte mystérieuse du ravin. Il ne croyait pas ce qu'on racontait sur les étranges procédés attribués par la légende au peuple caché, car les expériences du détachement avaient été plutôt décevantes au point de vue des mythes indigènes des terres inconnues. Mais il sentait qu'un champ de découverte de richesses et d'aventures devait en vérité se trouver au-delà des couloirs aux étranges sculptures qui s'enfonçaient dans le sein de la terre. Tout d'abord, il avait pensé persuader Charging Buffalo de raconter son histoire à Coronado en lui offrant sa protection contre tous les effets du scepticisme irascible du chef. Mais il décida par la suite qu'une aventure solitaire serait préférable. S'il n'avait recours à l'aide de personne, il n'aurait pas à partager ce qu'il trouverait, mais pourrait peut-être devenir un grand découvreur possédant des richesses fabuleuses. Le succès ferait de lui un personnage plus grand que Coronado lui-même, peut-être plus grand que quiconque en Nouvelle-Espagne, y compris le puissant vice-roi Don Antonio de Mendoza. Le 7 octobre 1541, tout près de minuit, Zamacona quitta subrepticement le camp espagnol près du village de Hutte et retrouva Charging Buffalo pour entreprendre leur long voyage vers le sud. Il s'était chargé le moins possible
Il ne s'était muni ni de son casque, ni de sa cuirasse trop pesant. Le manuscrit dit très peu de choses sur les détails du voyage, mais Zamakona raconte son arrivée au Grand Ravin le 13 octobre. La descente de la pente recouverte de bois touffus ne prit pas beaucoup de temps. L'Indien eut du mal à situer la porte de pierre cachée par la végétation, mais l'endroit fut finalement trouvé. C'était une très petite ouverture pour une porte, formée de montants monolithiques en grès et d'un linteau portant les traces de sculptures presque effacées et devenues indéchiffrables. Sa hauteur atteignait peut-être 7 pieds, et sa largeur à peine un peu plus de 4 pieds. Sur les montants, des trous avaient été aménagés, ce qui donnait à penser qu'il y avait eu là une porte ou une grille pivotant sur des gonds, mais tout vestige en avait disparu. À la vue de ce gouffre noir, Charging Buffalo manifesta une grande terreur. Il laissa tomber en grande hâte son paquet de ravitaillement. Il avait pourvu Zamakona d'une bonne quantité de torches résineuses et de vivres. Il l'avait guidé honnêtement et bien, mais il refusait de prendre sa part de ce qui les attendait. Zamakona lui donna les babioles qu'il avait mises de côté pour cette occasion et obtint sa promesse de revenir dans la région 1 mois plus tard. Il lui montrerait alors le chemin conduisant vers le sud au village Pecos. Un rocher dominant la plaine au-dessus d'eux fut choisi comme lieu de rendez-vous. Le premier arrivé installerait le camp en attendant l'autre. Je vous ai proposé la première partie de la nouvelle Le Tertre de Howard Phillips Lovecraft sur une idée originale de l'écrivaine Zelia Bishop, écrite entre décembre 1929 et janvier 1930. La seconde et dernière partie vous sera présentée dès la semaine prochaine. Alors, en attendant, je vous invite à reprendre de vie normale et gare à cet avertissement concernant les titres courts chez Lovecraft, car ôter ces bouchons de cire libère souvent de noirs effluves.